Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce dernier débrief de 2024. Nous sommes donc au tout dernier jour de cette année. Nous nous apprêtons à entrer dans 2025, année préélectorale. C'est l'heure donc de faire le bilan sur cette année qui s'en va. Un bilan politique essentiellement de 2024 qui a connu en avril la présentation du bilan de mi-mandat du gouvernement Arnouch. Et dans ce bilan politique, on pourra passer en revue les différents et nombreux grands chantiers initiés, lancés et suivis par le gouvernement, ainsi de la protection sociale. Où en est-on? Comment vont évoluer les choses avec un nouveau ministre qui devra encore s'adapter avant d'adopter les mesures voulues? Et idem pour l'éducation nationale et le sort des écoles pionnières. Nous parlerons aussi du remaniement gouvernemental d'il y a 2 mois. Quant à l'emploi, et à moins de 2 ans des élections législatives, force est de constater que la promesse du million d'emplois à créer sera difficilement respectée. Et pour l'agriculture, secteur sinistré par la 7e année consécutive de sécheresse, elle devait du moins être repensée, réorientée. Et aussi les questions liées à la forte communauté des Marocains à l'étranger. Nous nous intéresserons aussi à la structure de la majorité de l'opposition et des alliances possibles à l'avenir, avec l'expérience actuelle portée par le RNI. Bien des secteurs et des politiques sont à considérer, analyser, discuter. Nous les considérerons, analyserons et discuterons donc avec nos invités. Mehdi Mzouari, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du bureau politique de l'USFP. Anouar Sabri, bonsoir. Et merci aussi à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes député RNI. Et donc nous allons démarrer donc notre dernier débat de cette année. Question purement politique. Comment donc 3 ans et demi après la formation du gouvernement, considérez-vous son approche politique au sein de la majorité dans ses relations avec l'opposition? Alors, par qui on commence? À tout seigneur, tout honneur, la majorité, allez-y. Une année, après 3 ans et demi, je dirais, de coalition et au gouvernement, je pense que toutes les promesses qu'ont tenues cette coalition pour ce mandat-là ont été tenues, au moins les chantiers structurants sur lesquels il y a eu une avancée sur toutes les, je ne dirais pas promesses, mais il y a eu un programme, beaucoup plus. Et ce programme-là, il est en route. Je dirais, il y a une bonne partie, moi j'aime bien les chiffres, 60 à 70% de ce programme a déjà été entamé, réalisé. Et puis, sur les 2 ans qui restent... Comment vous êtes arrivé à ce chiffre? Bon, ça c'est une appréciation personnelle. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu des états, des tableaux, des reportings faits par les partis pour savoir? Parce que 70%, c'est quand même beaucoup. C'est une estimation personnelle. On sait très bien, si vous voulez qu'on détaille, je vous crois sur parole, je voulais simplement savoir, je vous fais confiance. C'est-à-dire que si on veut détailler, au fait, il y a eu les chantiers. Le chantier le plus important, c'est celui de la protection sociale. Aujourd'hui, je pense que je ne ferai pas de comparatif, mais ce gouvernement a fait ce qu'il fallait dans les temps impartis, que ce soit par les discours de Sa Majesté qui étaient structurants par rapport à cette mise en place, et par les engagements qu'ils ont pris et que ça a été mis en place, des chantiers aussi importants, aussi structurants. On sait très bien que ça prend du temps, on sait très bien qu'il y a une phase législative qui était importante à mettre en place, et il y a eu un travail quand même que je salue, que ce soit au niveau gouvernement ou au niveau du Parlement, pour accélérer cette partie législative, pour mettre en place toutes les, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de toutes les parties qu'il fallait légiférer, puis par la suite passer à l'action au niveau gouvernement. Ok, Mehdi Mzouari, comment vous voyez les choses, vous à votre niveau? Permettez-moi d'abord de vous dire que pour débattre de cette question de bilan politique, d'abord parce que c'est un peu délicat de venir à 3 ans et demi et de parler d'un bilan politique d'un gouvernement qui n'a pas voulu avoir de bilan politique d'abord, étant donné le moment
le moment d'identification des programmes, c'est le moment des élections. De toute façon, les trois composantes, je ne parle pas d'une ou de deux composantes, mais les trois composantes ne sont pas venues, et RNI bien sûr, ne sont pas venus sur une selle d'un cheval politique. Donc, pas d'affichage de réforme, pas d'affichage d'une volonté de renforcer la démocratie encore plus, sur les grandes questions, la corruption, la moralisation de la vie publique. Il y a plusieurs aspects qui sont clairs, qui nous poussent à nous dire qu'il n'est pas très correct politiquement de parler d'un bilan politique de gouvernement. Donc, après, on va discuter, il y a un bilan de politique publique, d'actions, de politiques qui se sont entamées. On va discuter avec Anouar dans ce débat, qu'est-ce qui a été fait. Mais de toute façon, je pense que le politique au Maroc aujourd'hui, surtout, je citerai en référence 2021, la politique connaît beaucoup de malaise. Les espaces de débat, les espaces de liberté deviennent de plus en plus restreintes. Et puis, ce gouvernement, je pense qu'il est à l'aise avec cette tendance. Quoique, leur disparité pendant la campagne était très flagrante. Donc on ne peut pas oublier ou bien omettre, Ouhébi Metelen, comment il parlait de délit d'initié, des carburants, comme Nézar Baraka parlait aussi du plafonnement du prix des carburants et tout. Donc c'est toute une composante qui était en pleine disparité et qui sont arrivés les trois premiers au podium. Et parmi les particularités aussi, et c'est anecdotique de la politique marocaine, c'est qu'au Maroc, une expérience unique au monde, on prend la majorité des trois premiers partis venus à la tête des élections. Chose qui n'est pas convenable sur le plan politique. Là, pour la simple raison que la politique nécessite d'avoir deux projets qui se contredisent. Deux champs qui se battent. Généralement, c'est le premier parti et le deuxième parti. Donc, après les élections, c'est le RNI qui devait conduire un gouvernement, et puis il y avait le PAM qui devait naturellement être dans l'opposition. Donc, la maîtrise d'ouvrage a voulu, la nécessité peut-être, on ne sait pas quoi, a voulu que les trois arrivaient en tête, soit les trois dans le podium et dans la majorité. Vous n'êtes pas un peu, donc, pour moi, vous n'êtes pas un peu mauvais perdant d'avoir pas fait partie du tout. Mauvais perdant, vous savez qu'à l'USFP, on était à l'opposition et on est toujours à l'aise d'être dans l'opposition. On était à l'opposition dans des moments très difficiles d'ailleurs, vous le savez, l'histoire le démontre aussi. On n'est pas des mauvais perdants, mais on n'est pas des gens qui insultent l'avenir. On est là, on accomplit notre devoir dans l'opposition en tant que parti démocratique, de gauche. Et demain, bien sûr, un parti, naturellement, c'est un parti qui espère être dans les affaires pour gouverner, pour appliquer ses idées, sa politique et tout. On ne sait pas demain qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'il est légitime que nous fassions une certaine analyse de la situation politique. De toutes les façons, on sait tous comment les élections se sont déroulées, on sait tous comment l'usage de l'argent a été très marquant, très flagrant, et j'espère, pour nos élections, ça, pour notre pays. Toujours, pour notre pays. Il y avait beaucoup de personnes de l'opposition. Mais la dose ne fait que se renforcer de plus en plus. Donc, pour résumer, finalement, je pense qu'il n'est pas opportun de parler de bilan politique du gouvernement, puisque le gouvernement fait tout à part faire de la politique. Parce qu'il n'y a pas de politique, Anouar Sabri. Charge directe. Sincèrement, j'ai bien entendu et je note que c'est réducteur. Parce qu'on ne peut pas parler... En fait, la politique, c'est quoi? Ben, définissons-la. Est-ce que c'est parler et ne pas agir? C'est la gestion de la chose publique pour prendre... Est-ce que c'est parler et ne pas agir? La politique. Quand il y a des partis politiques aujourd'hui qui se sont mis d'accord sur un programme, ils n'ont pas besoin, parce que la chose a voulu qu'il y ait toujours deux pôles. Aujourd'hui, il y a un pôle qui a décidé de travailler ensemble. Et ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'ils ont débattu, qu'il y a eu un programme, qu'il y a eu un débat public. On en fait partie de ce débat public, sinon on ne serait pas là. Débat public sur le programme Si, il y a eu un débat public. Moi-même, j'ai assisté à des débats sur plein de politique publique, avant élection, pendant les élections et après les élections. Je ne pense pas... Vraiment, je trouve ça, c'est une image réductrice de ce que vivent les Marocains, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent. Ça, d'une part. D'autre part,
n'y a pas un schéma démocratique qui est figé. Je pense que dans des pays où il y a deux pôles qui sont l'un contre l'autre, ils ont leur modèle et on les respecte. Le Maroc a cette chance de pouvoir vivre des modèles différents d'une période à l'autre. Vous reconnaîtrez, Anouar Sabri, excusez-moi de vous couper, que, comme dit Mehdi Mzouari, la politique est passée un peu par perte et profit. Le débat politique, la discussion politique, la joute politique, la contradiction politique. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la politique, ce n'est pas seulement débattre, parler, mais aujourd'hui, cette expérience, que j'appellerais plutôt une expérience qui est inédite, comme vous l'avez bien dit, est une expérience qui a débouché sur des avancées majeures pour le citoyen. Et quel est le rôle de cette politique si elle ne vient pas pour arriver à donner de la substance à nos débats, de la substance à notre divergence, à cette diversité. Si tel était votre propos sur les trois composantes de cette majorité, qu'ils avaient trois visions différentes, moi je trouve que c'est une richesse pour le Maroc et pour le citoyen. C'est que trois visions, trois projets qui s'unissent, qui ont une même vision commune, qui mettent un programme au profit du citoyen. Je trouve ça une richesse et une vraie, comment je peux appeler ça, une vraie action qui répond aux problématiques des Marocains. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas avoir toutes les questions. Si on est trois positions différentes, c'est qu'on a fait notre... Alors, je vais laisser... Vous me coupez, allez-y. C'est votre droit de contester. Non, c'était pour faire... Non, j'étais en train de finir. C'est que vraiment, c'est un vrai projet qui répond aux problématiques du citoyen sur un programme, sur une vision claire. Aujourd'hui, c'est écrit, c'est noté, et il y a vraiment, on en parlera tout à l'heure, il y a de vraies avancées par rapport aux bénéfices qu'a le citoyen. Alors, mon rôle à moi, c'est d'équilibrer un peu le temps de parole. Vous réagissez, et après, je vais vous demander d'avoir des interventions un peu plus courtes, parce qu'il y a beaucoup de questions à poser pour revenir sur une année de bilan. Pour interagir avec Anouar, moi, ce que j'avais soulevé lors de mon intervention, ce n'était pas une alliance sur le plan programmatique. Là, on va le voir, comme vous l'avez dit, bien sûr, sur le plan de l'unité qui est là entre la majorité, sur le programme, sur l'exécution, bien sûr, mais je parle d'une disparité subjective, pas programmatique, d'ailleurs. Et ce que j'ai évoqué côté politique, c'est une trajectoire que notre pays avait choisie depuis 25 ans, depuis que le roi Mohamed VI est là. En 1999, il a choisi la voie des réformes politiques, la consolidation de la démocratie au Maroc, beaucoup de choses qui ont été des avancées, un capital symbolique positif pour notre pays, commence à s'effriter, à se perdre. C'est pour ça que je dis que nous commençons à faire beaucoup de dérogations qui ne sont pas dans le monde, parce que la règle démocratique, la norme démocratique, c'est une norme universelle. Il y a bien sûr la loi, la Constitution, mais il y a aussi la pratique démocratique, la pratique politique, que même notre pays avait eu un certain capital depuis son indépendance dans cette trajectoire. Je crois, pour ne pas être très... Je crois que, je ne sais pas, peut-être par défaut d'identité, d'ADN, de vocation, de genèse aussi, que ce gouvernement a oublié que le socle majeur de tout développement, c'est le socle de la démocratie, des institutions et de la politique. Ce n'est pas le socle pragmatique de la politique. Et nous allons voir aussi à peu près les chiffres, les résultats sur l'endettement, sur l'emploi, sur l'agriculture et tout. Nous allons voir aussi qu'est-ce que ça va donner
ces 3 ans et demi de pratique gouvernementale de cette majorité. Alors, au-delà de ça, on va arriver, si vous êtes un peu plus succinct dans vos réponses, il y a quelque chose quand même qui interpelle dans cette majorité. Il y a Istiqlal, il y a PAM, il y a RNI. L'Istiqlal a une politique qui est claire, unité, égalitarisme, avec une position plus ou moins traditionnaliste. Le PAM, c'est authenticité et modernité avec des idées et des vues et des visions sur les grandes questions sociétales qui ont été portées par Abdelatif Roubi du temps où il était secrétaire général avant même d'arriver au gouvernement. Mais pour le RNI, on ne voit pas un positionnement sociétal marqué sur un tas de questions sociétales, justement. Le RNI a toujours été sur un parti, l'avortement, sur la peine de mort. Un parti clairement sociodémocrate. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui enlever ça depuis sa genèse. Et toutes les réformes qui ont été proposées par le RNI, ils sont en phase avec cette genèse. Aujourd'hui, on peut comprendre que de temps à autre, qu'on puisse parler de genèse, d'histoire et d'autres choses. Oui, chacun son histoire, chacun ses repères, ses combats plutôt, et on ne peut pas venir réduire, je dirais, et là, vraiment, il faut calibrer un peu ce qu'on dit par rapport à ce genre d'affirmation. Restons réalistes. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et c'est pour ça que je vous ai répondu tout à l'heure par rapport à, oui, la politique, les grands discours, on en a besoin pour l'esprit. Mais le citoyen, revenons au citoyen. De quoi il a besoin? Il a besoin d'un pragmatisme qu'il va pouvoir excusez-moi, là, je vais vous couper. Il a besoin de travailler. Or, l'emploi, qui était la grande promesse de campagne, n'est pas véritablement au rendez-vous. Il y a des chiffres du HCP qui sont contestés par la majorité. Je sais que ce n'est pas vraiment la lune de miel entre HCP et majorité. Là, il y a le recensement général de la population et de l'habitat qui confirme aussi que l'emploi, que le chômage est à des niveaux élevés. Or, nous sommes en octobre 21, 1 million d'emplois. On en est où? Aujourd'hui, cette promesse et cet engagement du gouvernement a été pour moi un élément, une vision vraiment ambitieuse. C'est un défi, certes, mais et on savait, je pense que le gouvernement savait que ça n'allait pas être facile. Ne soyons pas aujourd'hui à mi-mandat, vous l'avez bien dit. Un peu plus que mi-mandat, un peu plus. Un peu plus, allez, 2 tiers des mandats, on va dire. Du mandat. Très bien. Mais aujourd'hui, ce qui est important à savoir, que sur ce volet-là, moi j'ai deux axes sur lesquels je voudrais parler. C'est je vais être bref, comme ça je laisserai. La première des choses, c'est la lecture de ces chiffres. Vous savez très bien qu'il y a eu, c'est-à-dire les chiffres du HCP sont déclaratifs. Alors que si on part et on a les chiffres au niveau CNSS, les chiffres ont augmenté. Donc, soyons réalistes. On sait très bien, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat parce que on va toujours ne pas être d'accord qu'aujourd'hui... Non, mais ça, je le sais, mais chacun a sa vision, chacun a sa lecture de chiffres. Aujourd'hui, le gouvernement a travaillé réellement de manière structurelle pour augmenter, que ce soit en termes d'investissement, en termes de climat général économique. Parlant des chiffres au niveau de la CNSS, ils ont augmenté. Aujourd'hui, sur le déclaratif, on sait très bien quels sont les biais qu'il y a sur le déclaratif après la mise en place de l'aide sociale qui a été instaurée par ce gouvernement. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a eu des incitations qui ont été faites dernièrement pour augmenter les chiffres de l'emploi d'ici à 2026. Mais pour résumer, les chantiers structurants sont toujours là, ils prennent du temps, mais ils sont là
pour l'avenir. Pour l'emploi, Mazim Zouari, Anwar Sabri nous dit que bon, l'HCP c'est déclaratif. Je vais un petit peu débattre avec Anwar à partir des chiffres, bien sûr. Je crois qu'il y a un chiffre marquant qui émane de la dernière enquête trimestrielle du HCP. Vous connaissez le HCP, son nouveau président, il était il y a 2 mois membre du bureau politique RNI, M. Ibn Moussa. Alors ils ont dégagé le chiffre de 13,6%. Il y a un autre chiffre plus flagrant qui émane du recensement général de la population et de l'habitat qui est de 21,3%. Je crois qu'il est toujours on va se contenter sur le premier chiffre, puisque l'enquête trimestrielle, c'est une enquête qui est conforme aux normes internationales, normalement les normes imposées par le Bureau international de travail. Et je pourrais vous dire en toute responsabilité que ce gouvernement est le gouvernement le plus producteur de chômeurs dans l'histoire de beaucoup de gouvernements, puisque à date d'aujourd'hui, nous sommes à 1 683 000 chômeurs sur le marché au Maroc. Alors, il y a l'hypothèse qu'avait présentée Anwar, CNSS ou pas CNSS. Il y a un chiffre qui a été présenté lors du 2e trimestre, que le Maroc avait créé 521 000 emplois, nouveaux emplois. Alors, je suis un peu allé fouiller dans les chiffres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dans les 521 000 postes d'emploi créés, d'après, bien sûr, les déclarations du gouvernement, du ministre de l'Emploi, etc., que 192 733 sont des postes non rémunérés, que 291 524 sont des auto-emplois et que seulement 36 000 postes sont rémunérés. Donc, on n'a produit que 7% des postes d'emploi. Je pense que, bien sûr, il ne faut pas polémiquer pour l'intérêt de notre pays, pour l'avenir du Maroc. On espère tous à ce que le gouvernement puisse faire une bonne politique d'emploi. Bon, c'est un petit peu trop tard, mais je pense qu'un engagement gouvernemental d'1 million de postes d'emploi dans le mandat ne va jamais être abouti. N'en parlons plus des promesses électorales. RNI avait dans son programme, Massar Teka avait mis 2 millions de postes d'emploi pendant le mandat s'il est à la tête du gouvernement. Donc c'est une question très délicate, mais je pense qu'il n'y a pas de politique, au jour d'aujourd'hui, pas de politique volontariste, pas de volonté à pouvoir renverser la courbe, puisqu'on avait, depuis le premier jour de l'arrivée du gouvernement, essayé la formule séduisante de Aourache, qui est une formule, une recette très connue sur le plan mondial. C'est du cash for work. Ça veut dire que l'État te donne de l'argent pour faire travailler des gens. Ça veut dire qu'elle les paye directement. Et on s'est retrouvé avec quoi, finalement? Et ça, vous pouvez le vérifier. On s'est retrouvé avec des jeunes qui travaillent et qui étaient pendant la campagne, qui mettaient les gilets des partis qui sont à la majorité. Donc, ce n'est pas un remède structurel du problème de l'emploi. C'est une petite... c'est à la bétadine, on essaie de faire un petit peu, mais je pense que les politiques ont été entamées. Là, Aourache ou bien Força ont été des échecs sur le plan... Força n'est pas un échec. Aujourd'hui... Força a des victimes, comme Neges d'ailleurs. Hein. Il a des victimes, c'est des gens qui font des sit-ins tous les jours. Est-ce que vous avez déjà vu des programmes... les vieux dossiers. Est-ce que vous avez déjà vu des programmes qui, où il n'y a pas de dissension, où il n'y a pas de problème? Il y a toujours des problématiques. Ça touche une grande catégorie. Non, pas une grande catégorie. Ça a été un programme qui est, qui est réussi, qui aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé les 25 000 personnes qui ont bénéficié de ce programme. Et pour ça, il faut savoir que c'est un programme d'accompagnement avant tout. Il faut qu'on comprenne. Et l'accompagnement, c'est quelque chose dont tous les programmes n'ont pas pu bénéficier. Ça, d'une part. Et je reviendrai aussi à quelque chose que, quand on analyse, on doit aussi se mettre à l'évidence qu'il y a des biais. Ce gouvernement, quand il est arrivé, il y avait cette crise climatique de sécheresse qui s'est quand même accentuée, qui a fait perdre beaucoup d'emplois dans le rural. Et on sait très bien que dans le rural,
c'est objectif. Oui, oui, oui. C'est objectif et que ces emplois ont eu une incidence, ces pertes d'emplois dans l'agriculture ont eu une incidence directe sur les chiffres dont vous avez parlé. Alors, et si aujourd'hui, on en crée d'un côté et on en perd pour des raisons qui sont autres que d'action gouvernementale, je dirais que ce gouvernement subit pas seulement la problématique de la sécheresse, les aléas, et vous le savez très bien. Alors, ça, on le sait, justement, je voudrais rester avec vous sur l'agriculture. Je suis obligé d'aller un peu vite parce que je rebondis sur ce que vous dites. J'avais une question à vous poser sur l'agriculture. L'agriculture. Alors, l'agriculture, c'est à peu près 13-14% du PIB. Mais bon, c'est une agriculture qui est un peu peinée, enfin en peine, ou en situation difficile à cause de la pluviométrie. On importe de plus en plus de céréales, parce que la sécheresse est là. On importe de plus en plus de viande rouge. Et l'actuel chef du gouvernement est l'ancien ministre de l'Agriculture pendant 14 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une politique, et c'est une question que je pose très souvent, je n'ai pas encore reçu véritablement de réponse, est-ce qu'il n'y a pas de politique qui serait pensée, qui serait conçue pour changer cette agriculture et la mettre au diapason de cette réalité hydrique, de sécheresse? Parce que si on continue comme ça, la maladie est si elle m'est posée directement, je répondrai par heureusement qu'il y a eu... À tous les deux. Oui, oui. Heureusement qu'on a l'agriculture qu'on a aujourd'hui. On l'a vu et elle a démontré sa résilience à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la pandémie. Quand il y a eu la pandémie Covid, on a eu une agriculture qui a pu subvenir à tous les besoins des Marocains, alors que d'autres pays, ils étaient en panne de produits d'agriculture. Mmh. Soyons réalistes, on voit un peu toutes les informations claires qu'il y a eu des pays où il y a eu de vraies problématiques de production d'agriculture. Le Maroc a subvenu à tous ses besoins à ce niveau-là. Je vous avais parlé, il y a eu la pandémie, il y a la sécheresse, mais quand même aujourd'hui les étalages dans les marchés sont fournis. Par quelle agriculture? Par une agriculture marocaine. Vous allez me parler par l'importation par une agriculture presque, je dirais, j'ai pas de pourcentage, mais à grande majorité par la production marocaine. Vous allez me parler de céréales et de viande. Je peux y répondre tout de suite. Allez-y. Le Maroc travaille sur sa souveraineté. Mais quand il y a une sécheresse, on est obligé, c'est subvenir aux besoins des consommateurs, pouvoir intégrer de l'importation pour réguler les prix. Il y a une sécheresse, alors c'est vrai. Mais on a 7 ans. Ben bien sûr. Il faut trouver notre solution, peut-être. Le système ne marche pas. Alors, voilà, vous avez dit qu'on trouve d'autres solutions. Ce gouvernement est arrivé avec une politique claire que je parlerai. Moi, j'aime pas parler des autres gouvernements et autres. Politique claire du dessalement. Aujourd'hui, il y a eu cette politique qui devait être enclenchée depuis pas mal de temps. En fait, on a deux problématiques qui étaient en retard. C'est le dessalement et les barrages, qui étaient reportés plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est très simple. Dès que ce gouvernement est arrivé, il a accéléré, la politique d'implantation d'usines de dessalement et la politique pour les barrages, que ce soit... Okay. Et donc, là, en termes... je dirais, en termes d'agriculture, je ne pense pas qu'on soit... Il y a toujours à parfaire, mais on n'est pas loin de ce que... de politique. Vous avez eu des analystes en agriculture qui sont très connus, qui sont très nombreux au sein de l'USFP. Vous ne voyez pas qu'il faut peut-être changer de fusil d'épaule et changer de manière de concevoir l'agriculture? Qu'il faut débattre de cette question d'un point de vue de gouvernance nationale d'une manière générale et institutionnelle. Parce que, tout simplement, les Marocains ont payé de leur poche et de leur avenir une politique qui s'appelle la politique du Maroc vert. Une politique qu'on fait les mains et les pieds pour empêcher les gens simplement de faire une évaluation objective sur les procédés, le déroulement, les effets, les résultats, etc. Vous avez demandé ça à l'opposition, au Parlement, en tant qu'opposition? Il y a monsieur le député peut le confirmer, une commission d'enquête
qui a été consenti entre tous les groupes parlementaires et qu'on a même empêché de faire même une réunion sur cette politique. Donc, sur un point de vue politique, il faut arrêter de désacraliser quelques politiques qui deviennent sacrées. Hein. Ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Deuxièmement, le Maroc a connu, c'est pas la première fois qu'il connaît des années successives de sécheresse. Même Abdelrahman Yousfi, quand il est venu en gouvernement d'alternance, c'était 5 ans successifs de sécheresse, avec peu de moyens, avec peu de minimum, mais on n'a pas été... on n'achetait pas la viande à 130 dirhams, on n'achetait pas le mouton de l'Aïd à 5000 dirhams, on n'achetait pas les sardines à... Donc, c'est une question de souveraineté. Je suis d'accord avec vous, mais c'est une question, est-ce qu'on a, après tous ces milliers de milliards dépensés dans cette politique, est-ce qu'on a vraiment assuré la sécurité alimentaire aux Marocains? Puisque demain, on importe les céréales, l'huile d'olive, les huiles végétales, on importe tout. Et pour l'anecdote, permettez-moi de vous dire, les importations, c'est une déclaration de gouvernement. Mais je ne suis pas d'accord. C'est une déclaration même tout. Non, maintenant on importe. C'est une déclaration du ministre de l'Agriculture. Les huiles d'olive, les huiles végétales, les céréales, etc. Et permettez-moi de vous dire que même cette politique agricole et ces questions de crise, conjoncturelle, je dis, commencent à nous créer des élites, nouvelles élites. Pour l'anecdote, tous les budgets des régions du Maroc sont de 10 milliards de dirhams. Seul le montant attribué à la subvention pour importer le bétail est de 8 milliards de dirhams entre 2022 et 2024. Donc, on ne peut pas cacher les choses. Il y a un malaise qui est là dans notre politique agricole. Il y a un malaise. Mais je crois qu'il faut s'asseoir et débattre à tête reposée, parce que c'est un truc qui concerne l'avenir de tous les Marocains. Donc, on n'est pas dans une sécurité alimentaire, on est dans un malaise. C'est une politique qui a eu des succès dans quelques domaines, mais qui a eu beaucoup de défaillances dans d'autres, d'ailleurs. Nous ne sommes pas à l'extrême de dire que rien ne se fait, le contraire. Mais je pense que, dans le global, il faut débattre, il faut évaluer, il faut mettre la politique, plan Maroc vert, dans la table du débat public, au moins sur le plan institutionnel, au Parlement. Très important. Comme vous dites au Parlement, en une minute. C'est bien, mon commentaire est tout simple. C'est que c'est bien facile de critiquer. Mais nous étions dans les affaires. Nous avons exercé dans les affaires. Non, c'est bien facile de critiquer. Je vous parle en connaissance de cause aussi. Oui, en connaissance, on connaît tous les problématiques Sûr. Et les biais et les avantages et autres. Mais c'est tout simple de critiquer une politique. Ce qui est important, c'est que est-ce que vous avez eu des solutions à apporter à un moment ou à un autre et que ce gouvernement n'a pas pris en considération. À valeur d'aujourd'hui, que ce soit au niveau... À valeur d'aujourd'hui, oui. À valeur d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de propositions concrètes. Vous attendez que l'opposition vous donne des propositions? Non, pas du tout. Je suis en train de... C'est naturel, à la limite. Ne déformez pas ce que je dis. Là, sincèrement, je suis... J'essaie de rester fidèle. Mais fidèle, c'est de dire, de contextualiser ce que je dis. Oui. C'est dans un cadre où la critique est facile. Quand on critique et qu'on n'a pas derrière des solutions qu'on va proposer, c'est que réellement, c'est que ça soit le gouvernement ou une personne ou Excusez-moi, alors Sabri, excusez-moi. Oui. Ce n'est pas moi qui dis la phrase suivante, c'est le chef du gouvernement. Nous avons fait mieux que les 10 dernières années. En 3 ans, nous avons fait mieux que les 10 dernières années. À mettre des politiques qui n'étaient pas, qui n'ont jamais... Mais sans avoir de résultats d'ailleurs. Mais les résultats, mais comparés par rapport de résultats engagés par vous-même. Je dis contextualiser et recontextualiser selon les contraintes que subit n'importe quel gouvernement. Je ne suis pas là pour dire que tout est beau. Non, je suis là pour voir les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on a une sécheresse qui sévit depuis 7 ans et on sait très bien que chaque année, on se dit l'année prochaine, ça ne sera plus la sécheresse et qu'on va pouvoir faire mieux. Et que les effets d'une sécheresse, c'est des effets qui ne font que s'accentuer d'année en autre, de l'autre, qui s'accentuent. Et s'accumulent. Ils s'accumulent, oui, mais ils s'accentuent. C'est-à-dire que l'effet de la sécheresse en l'année N
vient et devient encore plus important en N+1 s'il y a sécheresse. Donc du coup, je pense que dire qu'on fait mieux qu'avant, oui, on fait mieux qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on maintient sur des choses essentielles pour le Marocain son équilibre et notre souveraineté alimentaire. Une petite parenthèse d'ordre méthodologique. Elle est assez noire. Je ne suis pas là en tant que chroniqueur ou bien commentateur. Je suis un responsable politique d'un parti qui était aux affaires, qui a eu ses contraintes, qui a eu ses problèmes, mais qui a fait quelque chose pour ce pays. Donc, je suis dans le réalisme que vous dites, je suis dans la connaissance des vrais problèmes que connaît notre Maroc, mais je suis aussi dans la démocratie que je peux, en tant que membre de l'opposition, donner des... Mais ce n'est pas des avis, c'est des résultats qui émanent d'une certaine réflexion, de chiffres même officiels, pour arriver à ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire. Ce n'est pas la critique, et je ne suis pas là pour la rhétorique. Je suis là pour contredire un membre député d'une majorité qui défend bien sa majorité, bien sûr, mais je suis aussi là dans mon rôle, tout en étant un membre d'un parti nationaliste qui était dans les affaires et qui mesure bien ses mots. Je pense que je mesure moi aussi bien mes mots. Là, c'est pas par rapport à vous, mais si vous parlez d'agriculture, je ne suis pas que dans la critique. Je Oui. suis dans la construction d'un débat. Avec non, vous, mais bien le débat sûr. est important parce que les débats, quand on critique dans un débat et qu'on en reste là, on doit être toujours une force de proposition, ne serait-ce que ça soit dans la position de l'opposition ou la position de la majorité. Et vous côtoyez notre groupe parlementaire au Parlement, je crois que je connais très bien. Il est dans cet esprit d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, nous, l'USFP, on est dans cet esprit de proposition, pas que dans la critique, parce que c'est une fonction normale à un parti d'opposition, mais nous sommes dans une perspective de construire avec des idées. C'est vrai qu'on vous a connu plus virulent il y a quelques années. Vous êtes dans une opposition, on va dire, je ne sais pas si elle est constructive ou pas, mais en tout cas, elle est sereine. Chaque opposition est constructive. On vous a entendu beaucoup plus véhément, beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur une chose qui me tourne dans la tête. Il y a beaucoup de sujets, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti sera insuffisant. Cette majorité, pour revenir à la majorité, c'est Anouar Sabré, on a l'impression qu'elle fonctionne en silo. C'est-à-dire que nous avons le RNI, le PAM et l'Istiqlal, et nous avons à chaque fois qu'il y a un de ces trois partis qui a un problème, il se débrouille tout seul. Il n'y a pas véritablement de solidarité gouvernementale. Chaque parti a eu des cas, le retard pour le parachèvement des institutions pour l'Istiqlal, le changement à la direction collégiale du PAM, les différents cas qui se posent pour le chef du gouvernement sur un certain nombre de questions. Et à chaque fois, il n'y a rien qui se passe au niveau de la majorité. Est-ce que c'est véritablement une majorité politique ou alors une majorité uniquement numérique? Je vous demanderai aussi de réagir là-dessus. Je pense que vous avez un peu mélangé deux éléments très importants. Expliquez-moi pourquoi. La gestion interne d'un parti ne fait en aucun cas, je dirais, tâche sur une majorité politique gouvernementale. C'est-à-dire que si un parti ou l'autre a tardé à mettre des mécanismes en place ou a fait ou n'a pas fait, ça n'a aucun. Ça, c'est des éléments sur lesquels que je ne commenterai pas déjà et que je ne voudrais en aucun cas commenter. Mais ça, c'est une gestion interne à chaque parti et chaque parti est souverain, je dirais, à l'intérieur de ses partisans et autres et de ses structures, de mettre de mettre des échéances quand elles doivent être faites. Ça, d'une part. Alors, une coalition, une majorité, elle est politique avant tout. Pourquoi? Parce qu'elle a débouché à un gouvernement. Il y a une vision, il y a un programme et il y a un travail. À valeur d'aujourd'hui, il y a de la solidarité et je peux vous garantir qu'il y a une solidarité claire que nous vivons au quotidien. Ce qui se dit est une chose, ce qui se vit
est une autre chose. Et vous le savez très bien que, quand on a un gouvernement qui est soudé, on a vu des gouvernements où il y a eu plusieurs partis politiques où ils se... je mettrais en guise... Ils se chamaillaient, oui, effectivement, pour rester correct. Et là, croyez-moi, il y a une solidarité gouvernementale, il y a une vraie... il y a un vrai programme et il y a une vraie vision sur laquelle tout le monde travaille et d'une manière à faire aboutir un projet clair et on n'a pas vu... au fait, et là, je tiens, parce que quand on est en majorité, en coalition, au service d'un programme et au service du citoyen, sérieusement, aujourd'hui, c'est le site. Si on commence à se chamailler, c'est pas non, en fait, je ne parlais pas de chamaillerie, je parlais de solidarité. Le chef du gouvernement, par exemple, est assez largement critiqué pour son manque de communication. Je ne me souviens pas avoir vu je suis désolé. Prendre la défense ou venir dire des choses, ou alors expliquer. Mais on va laisser réagir si vous voulez bien. Sur ce point-là, on ne peut pas demander à quelqu'un de... Il y a cette coalition, elle est au service d'un programme. Et chacun, de par sa position, défend son programme. Alors on va laisser aussi défendre sa position. Moi, je vais un petit peu... Sachant qu'il nous reste 3 minutes, les amis. 3 minutes. Donc on va conclure après votre... Moi, sur cette question d'unité de gouvernement, je pense qu'il y a un certain affichage d'une certaine unité qui se fait d'ailleurs. Eux, ils insistent à montrer ça. Pendant quelques occasions, loi de finances, etc. Mais je pense que la vraie unité sur le plan politique d'un gouvernement, c'est de débattre sur les grandes problématiques d'ailleurs. Ils n'ont pas débattu d'une manière politique, en tant que composante, sur ce grand problème de croissance, d'abord. Sur leur engagement d'ailleurs, l'engagement du programme gouvernemental, des 4% en moyenne. C'est-à-dire ce que on est à 2. On n'a pas eu le temps d'aborder. Pratiquement à la fin, on est à 2. Ils n'ont pas débattu d'une manière politique et profonde sur ce grand problème d'endettement. Vous savez que le taux d'endettement avec ce gouvernement est le plus tendanciellement à la hausse de tous les gouvernements. Pas du tout. Regardez les chiffres. J'ai les chiffres. Regardez les chiffres. On est à 1300 milliards de dirhams d'endettement. En pourcentage, monsieur. Là, je vous dis une chose. Je pense que l'endettement, il est calculé. L'endettement est calculé. Excusez-moi, je ne passerai pas ça. Parce que l'endettement est calculé en pourcentage. C'est ça les ratios. On ne calcule pas le chiffre détaché, le vrai chiffre, détaché du PIB. C'est 83% du PIB. Aujourd'hui ? Oui. Mais sans compter. Aujourd'hui, attention. Aujourd'hui, il est à moins de 70%. Non, je suis désolé, monsieur. Vous avez des chiffres que je n'ai pas. Non, j'ai les chiffres officiels du FMI d'ailleurs. C'est à 83%, sans compter les dettes des entreprises publiques et des collectivités territoriales. On détache toujours ces deux choses. Vous ne comptez pas les collectivités et les EP. Sans compter. C'est le déficit du budget. Donc on est parti sur le 90-92%. D'ailleurs, monsieur le député peut nous affirmer que les recettes opérées dans la loi de finances 2025, elles sont moins que les dépenses de 195 milliards de dirhams. Alors, où allons-nous combler ce déficit ? C'est le combler d'abord pour être dans les normes de 3% consenties avec le FMI, ou bien aller recourir à la dette. De toute façon. Troisième chose d'unité politique réelle de ce gouvernement, c'est qu'il n'a pas débattu réellement des grandes problématiques. Vous savez qu'en Europe, dans les vraies démocraties, quelles sont les priorités de débat d'un gouvernement dans un hémicycle avec sa majorité? En Europe, c'est l'immigration. C'est d'abord, en Europe, en France, en Espagne, c'est l'emploi, la croissance et la dette. Donc, ce sont des grands sujets qui sont pas là dans le débat du gouvernement. Bon, on essaie de la faire... On en débat tous les jours. C'est que vous ne suivez pas les débats. Là, je suis un bon suiveur des débats. Je suis bien les rapports, je suis un grand lecteur de rapports officiels, de toutes les manières. National et international d'ailleurs. Et je dis que, bien sûr, il y a l'unité qui s'affiche sur l'écran, mais au fond, il n'y a pas d'unité réelle. Il a 30 secondes pour réagir. La diversité est une richesse. 30 secondes pour réagir à ça. Sur le traitement des grandes problématiques. La diversité est une richesse. Si on a une coalition qui est
diversifiée. Pourvu qu'elle dure. Hein. Elle va durer. En 2025, ça va être du is no good. Mais de toutes les manières, on a des élections qui vont arriver et on verra, selon les résultats, comment on va gérer ça. De toutes les manières, c'est une coalition, pour moi, en laquelle je crois, parce que cette diversité que vous pointez est pour moi, c'est une richesse. Merci à vous. On arrive à la fin de l'émission. Merci pour vos discussions, pour vos éclairages. Merci beaucoup, Anouar Sabri. Merci, Mehdi Mzouari. Merci de nous avoir suivis lors de cette émission. Merci de nous avoir suivis lors de cette année 2024. Et nous vous souhaitons une excellente, heureuse année 2025. Santé, bonheur, prospérité et le reste. À bientôt.